Bonsoir, public du Cercle Aristote. Je me nomme Nicolas Birbeau, même si je suis connu sur ce Discord sous le pseudo de Chando. Je suis étudiant en philosophie. Je vais démarrer ma 3e année de licence dans quelques jours. Vous êtes présents ce soir car, au détour d'une lecture personnelle, j'ai découvert un mot, le mot pharmakon. C'est le terme grec qui donne naissance à tous les mots associés à la pharmacie contemporaine. On me l'a présenté comme voulant dire à la fois remède et poison. L'ambivalence du mot m'avait séduit, et j'ai donc décidé d'en apprendre davantage. C'est après un travail de recherche que je viens présenter devant vous mes découvertes. Je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin, et je n'ai aucune prétention en termes de connaissances scientifiques ou médicales. Je vais beaucoup m'appuyer sur ma bibliographie. Ce sera une présentation pluridisciplinaire, associant philosophie, théologie, histoire, et histoire de la médecine et généalogie, afin de comprendre un terme, celui du pharmakon. Commençons. Si le pharmakon se résumait à être un poison ou un remède, une conférence serait superflue. La notice de la première boîte de Doliprane venue pourrait vous dire cela. Inscrit dessus, il y aurait des contre-indications vous mettant en garde sur l'emploi de ce médicament, pourtant censé nous soigner. Il y a un danger lié au médicament, et pourtant, on l'ingère car le risque qu'il comporte est intrinsèque et probablement inférieur à sa vertu curative. L'un ne va pas sans l'autre. Le médicament est une substance avec un effet, et c'est la rencontre entre le médicament et le patient qui provoque cet effet, que l'on juge ensuite positif ou négatif. C'est la définition que l'on retrouve à la fois dans la pharmacologie contemporaine et le pharmakon antique, et c'est peut-être leur seul lien de filiation qui reste, après des millénaires d'évolution des idées. Par exemple, j'ai trouvé une définition du médicament moderne comme clairement distinct d'un cosmétique, ce qui s'oppose à la définition du pharmakon, qui peut en être un. Un pharmakon peut être, entre autres, alternativement ou simultanément, remède, poison, talisman, sort, contre-sort, pigment, cosmétique, parfum ou stupéfiant. Certains argumentent même que l'écriture aussi peut être un pharmakon, ainsi qu'un discours. Oui, ça a l'air vaste. Je vais reprendre une phrase de Rinella en disant que l'essence d'un pharmakon est justement l'instabilité de son essence. C'est ce que je vais me dévouer à vous expliquer. Je vais me servir pour cela principalement de 3 ouvrages. Pharmakon, Plato, Drug Culture and Identity in Ancient Athens, par Michael et Rinella, doctorant en sciences politiques et éditeur. La violence et le sacré, par René Girard, professeur d'université, entre autres, et Histoire de la médecine, par Philippe Eckertsweiler, professeur à la faculté de médecine de Rouen. Théurgie et médecine archaïque. Chapitre 1. Contexte historique. Rinella apporte la recherche étymologique sur le pharmakon, qui me semble la plus poussée et logique. Le pharmakon serait ce qui provoque et repousse la possession démoniaque. C'est du vocabulaire de théurgie que je vais développer sous peu. L'ambivalence de la substance y est déjà présente. Ce qui doit surgir dans votre esprit, j'imagine, c'est quel est le lien entre des histoires de possession et la médecine. Je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Dans une contrée fort lointaine, à plus de 2500 ans de distance, il exista une terre que l'on appelle la Grèce antique. Faites abstraction du désenchantement du monde, oubliez Darwin, oubliez Pasteur, oubliez le microscope, oubliez Galilée, l'anatomie, le Moyen-Âge, le christianisme, oubliez même la période classique de l'Antiquité grecque. C'est la période qu'on nomme archaïque de la Grèce antique. Des auteurs connus de la période, nous souvenons d'Homère et d'Hésiode. Socrate et Platon sont trop jeunes encore pour avoir connu cette période-là, le début des cités-États, des polices. C'est l'époque -800 à -500 avant Jésus-Christ. Les Grecs étaient déjà familiers avec des pratiques médicales. Asclépios fut cité comme un médecin irréprochable dans l'Iliade. Certains le connaissent peut-être sous le nom d'Esculape en français. Et ses fils pouvaient panser les plaies avec expertise, en usant de pharmakon. Dans ce cadre-là, cela devait signifier des mixtures désinfectantes ou analgésiques. Quand bien même on peut voir des liens là entre le passé et le présent, la pratique médicale n'était pas la même. La différence majeure, à mon avis, est à la conception qu'avaient les peuples archaïques de l'origine des mots MAUX. Comme dans beaucoup d'autres sociétés de ces périodes oubliées, les dépouilles des défunts étaient sacrées. Il était tabou de les disséquer. Si un médecin voulait apprendre l'anatomie, il devait s'exercer sur des animaux. Il est difficile d'avoir une compréhension globale du corps humain quand on se retrouve à devoir tâtonner par analogie en disséquant des cadavres de singes, comme faisait Galien, le médecin éminent du début de l'ère chrétienne. Les blessures de guerre devaient être les situations médicales les moins compliquées qui soient, car la source du problème avait une certaine évidence. La cause est plus ou moins superficielle, et ainsi doit être la solution. La divergence de pratique se dévoile dans le rapport à la maladie. Au risque de sonner ridicule, une blessure n'est pas la même chose qu'une maladie. Une blessure saigne, enfle, décolore la peau ou cause de la douleur suite à un contact violent. Une maladie, au contraire, peut prendre une myriade de formes, et elle peut nous toucher sans que l'on ait la moindre idée du pourquoi.
Imaginez que vous êtes un paysan vivant proche d'une cité. Un jour, sans savoir pourquoi, vous urinez du sang, et personne dans la cité ne peut vous expliquer pourquoi. Et puisque vous n'avez jamais voyagé plus d'un jour de marche hors de votre maison, il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler d'une autre personne touchée par le même phénomène. Est-ce que ce serait surprenant de croire qu'on est maudit par les dieux? Je tiens d'ailleurs à préciser que phénomène vient du grec phainomènon, apparence, apparaître. Un phénomène est une apparition, comme un spectre qui surgit des ténèbres. J'imagine que chacun ici aura sa propre opinion sur les explications divines, que ce soit l'opium du peuple ou la transcendance fondamentale. Dans le cas de ces Grecs d'un autre temps, leur vie était englobée par la perspective d'une cosmologie, une compréhension du monde ancrée dans les ouvrages d'Homère et d'Hésiode, qui servent de socle culturel commun entre les différentes cités grecques. Il y a les dieux qui dominent, et les hommes, leur création, qui vivent comme ils peuvent jusqu'à ce que les dieux interviennent dans leur destin. Il y avait lieu de s'inquiéter à l'époque. Même aujourd'hui, assister à un orage peut faire ressurgir le sublime de la colère divine. L'explosion du Vésuve, qui a mené à l'ensevelissement de Pompéi en 79, est célèbre, mais c'est tellement récent que c'est dans l'ère chrétienne. Je vais évoquer ce qui s'est passé il y a 1500 ans avant notre ère, moins d'un millénaire pour Homère. La Crète, qui était alors la capitale de la civilisation grecque, vit ses palais et ses villes tomber sous l'explosion du volcan Santorin qui se tenait proche de l'île. C'est ce cataclysme qui a précipité la Grèce dans la période mycénienne, puis dans un âge sombre pour la Grèce, qui a causé entre autres la perte de l'écriture pendant des siècles. La rédaction de la poésie d'Homère en marque la réapparition dans cette région du monde. Je tiens à rappeler qu'Ulysse dans l'Odyssée rencontre Achille après sa mort, dans le monde souterrain. Les Grecs pensaient qu'il y avait une vie après la mort. Platon fut loin d'être le premier à penser l'existence de l'âme. L'invocation d'esprits ou de dieux invisibles était donc concevable. Le monde grec était rempli de forces dont on ne pouvait voir que les manifestations. Il existait des esprits plus ou moins naturels. Ce serait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'animisme. C'est dans le contact entre les hommes et les dieux que la théurgie prend son sens. Dans théurgie, il y a le théos de théologie, Dieu, et ergon, qu'on pourrait comprendre comme action. La théurgie, ce serait l'art de la magie pour invoquer des dieux afin qu'ils agissent sur les mortels de manière bénéfique. Les premiers médecins grecs furent très probablement des prêtres. Rinella semble affirmer que c'est un trait commun des sociétés que d'avoir la médecine débutée comme une mission religieuse. Et Kate Swaller va aussi dans ce sens. Je vois deux raisons pour l'expliquer. Déjà, ce sont les seuls à disposer de l'autorité pour affirmer des choses par-delà la compréhension des hommes. Et deuxièmement, ils sont les seuls à être protégés contre l'accusation de sacrilège. L'existence de la théurgie repose sur l'idée qu'un mal dont on ne peut identifier l'origine physique découle d'une raison surnaturelle, et qu'il faut donc une force surnaturelle afin d'y répondre. Il faut donc admettre l'existence du corps et d'une âme qui vont de pair, mais aussi d'une interpénétration des deux qui fait qu'une âme souffrante amène à un corps souffrant. Vouloir interférer avec le fonctionnement du corps veut donc potentiellement dire que l'on cherche à manipuler l'âme. Les mots d'hérésie, de profanation, de corruption, de sacrilège viennent facilement à la bouche quand on touche ce genre de sujet-là. Outre un prêtre ou un sorcier, rares sont ceux qui se risqueraient à de telles aventures. Sur la distinction entre prêtre et sorcier, ils ne sont pas incompatibles. En fusionnant les deux fonctions, on fait même un chaman. La différence, c'est que le prêtre fait appel au divin par des prières en étant lié à une communauté. Le religieux est censé relier la communauté ensemble. Le sorcier, lui, fait appel à des forces cachées pour ses clients. C'est quasiment une distinction publique-privée. Et Kate Swaller cite Durkheim sur ce sujet. Les croyances magiques ne servent jamais à unir les uns aux autres les individus qui les adoptent, et ne les lient pas en un groupe. Il n'y a pas d'église magique. Un mage, un sorcier, a une clientèle flottante, analogue à celle d'un médecin. Il n'a pas d'église. Chapitre 2. Théurgie et placebo. Reprenons. La pratique de la théurgie consiste par l'usage de rites, d'incantations, de prières et de pharmacones à invoquer un dieu afin qu'il soulage la maladie. J'aurais du mal à employer un autre mot ici que pharmacone, car comme je le disais, le mot regroupe plusieurs possibilités, et il est probable que plusieurs pharmacas furent employés ensemble. Outre les prières et les incantations que l'on pourrait aussi traiter de pharmacone, il y a aussi les potions en tout genre que l'on peut ingérer durant un rite, ainsi que les libations. Jean-Pierre Vernant a écrit de belles pages sur l'histoire mythologique des sacrifices grecs dans l'univers, les dieux, les hommes. Prométhée emploie une ruse pour sacrifier aux dieux un animal, mais offrir de l'animal uniquement les os et la graisse, tandis que les hommes peuvent garder la chair de l'animal pour eux. Le parfum de la graisse brûlée offerte sur l'autel sacrificiel est la libation, l'offrande aux dieux. Cette odeur est théologiquement offerte aux dieux, mais dans la pratique, l'odeur de graisse brûlée devait se répandre à travers le lieu et pouvait sûrement remplir le rôle de l'Eucharistie chrétienne pour la communion.
C'est ainsi qu'un nombre de cultes guérisseurs prospérèrent dans la Grèce antique. J'aurais du mal à fixer la date exacte de leur apparition, mais il y en avait certainement après la mort d'Hippocrate, donc au moins l'époque classique et sûrement avant. Certains étaient dédiés à Asclépios, d'autres à Apollon ou à Péan. S'installant aux marges des villes ou proches de lieux disposant d'une réputation mystique, par exemple un lac rempli d'eau curative, ces cultes accueillaient les souffrants qui venaient en pèlerinage. Il semble que les Grecs associaient l'eau avec la purification, les cours d'eau avec les serpents, ce qui explique le lien entre Asclépios et les serpents. Les cultes accomplirent les rites, offrandes, prières et sacrifices afin d'attirer l'attention des dieux pour guérir le patient. Durant leur sommeil, le dieu pouvait ainsi intervenir pour soigner le patient en le touchant ou juste lui expliquer comment guérir. Cela se nomme l'incubation thérapeutique. Je me base ici sur le cas du sanctuaire d'Épidore, bien que bâti après la période archaïque. Je viens d'exposer le fonctionnement théorique d'un art chamanique à une époque semi-mythique. Je m'attends à un minimum de scepticisme quant au sérieux de la thèse proposée. Le pharmacone est un terme incroyablement vague, pouvant désigner à la fois une tisane et une mixture empoisonnée, le parfum d'une libation ou une formule incantatoire. Il est possible d'imaginer que les bons remèdes et une bonne nuit de sommeil puissent soulager une partie des maux antiques, et que si un dieu apparaît durant la nuit, que cela puisse être que l'hallucination d'un esprit fiévreux. Si vous êtes d'humeur particulièrement cynique, on pourrait même penser que les cultes guérisseurs de l'époque droguaient leurs patients durant leur rite pour ensuite venir se faire passer pour des dieux et leur expliquer quoi prendre pour se guérir. Cela est définitivement une interprétation envisageable. Je tiens à souligner, cependant, la possibilité d'un effet placebo non négligeable. Les rites de ces cultes étaient organisés afin d'être des mises en scène élaborées, contrairement à des évangélistes américains qui chercheraient à affirmer le créationnisme devant des os de dinosaures. Les Grecs de l'Antiquité n'avaient pas à vivre avec la modernité tout en la niant. Anthropologiquement parlant, j'aurais du mal à imaginer l'impact que pourraient avoir sur une personne de l'Antiquité les paroles suivantes. « Ce soir, quand tu dormiras, Asclépios te viendra en rêve et te soignera de ta souffrance. » Je vais citer un extrait d'Eckhetsweiler sur le sujet. Kessalide, un Indien d'Amérique du Nord, absolument sceptique vis-à-vis du chamanisme, réussit à être initié à toutes les supercheries du métier. Il fut alors reconnu comme un grand chaman. Mais comme l'explique Claude Lévi-Strauss, Kessalide n'est pas devenu un grand sorcier parce qu'il guérissait ses malades. Il guérissait ses malades parce qu'il était devenu un grand sorcier. Je doute cependant que quiconque soit capable de donner une réponse définitive et sérieuse sur ce qui se passait la nuit dans ces cultes guérisseurs. Le pharmacone était donc un outil mystérieux, appartenant au domaine du surnaturel, quelque part entre médecine et magie. Il serait facile de comparer le pharmacone avec la panacée, la pierre philosophale, ou encore le thériaque. Mais le pharmacone s'en distingue. C'est une substance thaumaturgique, capable d'enchanter les gens comme de les rendre fous, de les protéger comme de les tuer. C'est une substance capable d'influer sur l'âme, et dont il était difficile de comprendre les conséquences. Tous les rites autour de la théurgie existaient afin de canaliser correctement la puissance surnaturelle du pharmacone. Selon certaines interprétations mythologiques, le sang de la gorgone Méduse serait une telle substance. Le sang de la veine droite donne la vie aux morts, et la veine gauche la mort aux vivants. C'est cette ambivalence qui fabrique son mystère, car seuls les initiés sont capables de l'employer à bon escient. Grand 2. Hippocrate. Hippocrate naît sur l'île de Kos, à la fin de l'époque archaïque et au début de l'époque classique de l'Antiquité. Plus précisément, il naît en -460 avant Jésus-Christ et meurt vers -370, à l'âge de 90 ans. Si on nomme cette période le siècle de Périclès, si Ernest Renan en parle comme le miracle grec, c'est en grande partie parce qu'Hippocrate vivait en ce temps. Socrate est son aîné de 10 ans, et il aura 32 ans de plus que Platon. Socrate n'a presque jamais quitté Athènes, et il l'aura sûrement jamais rencontré. Platon, quant à lui, a certainement entendu parler d'Hippocrate. Selon l'histoire de la médecine de Eckhetsweiler, Hippocrate représenterait la première révolution médicale, en déclarant que les maladies n'ont pas de cause surnaturelle, mais que des causes naturelles, et annonçant les débuts de la pensée scientifique. Ce qui veut dire que l'on peut étudier et comprendre les maladies. La prochaine révolution dans le domaine de la médecine n'aura lieu que 2 millénaires plus tard, avec la découverte de l'anatomie humaine et de la circulation sanguine. Hippocrate illustre l'avènement du rationalisme dans la pensée grecque, qui est le pôle qui se distingue du naturalisme. Les dieux, selon Hésiode, naissent du chaos primordial et du monde qui en découle. Ce sont des incarnations d'aspects de la nature. La nature étant l'élément commun ralliant les diverses divinités que les Grecs connaissaient. C'est à la physis auquel le logos, la pensée rationnelle, s'oppose. Cette opposition entre la pensée naturelle, religieuse, et la pensée rationnelle, davantage théorique, n'était pas nécessairement antagoniste.
Elles pouvaient être complémentaires. Ça se voyait déjà avec Hippocrate, fils d'une lignée de médecins, descendant direct d'Asclépios par la branche de Podalire après environ 17 générations. Sa réputation de descendance divine lui a sûrement servi quand il affirmait ses positions rationalistes. De plus, je soupçonne que l'adage hippocratique « similia similibus curentur » on guérit les semblables par les semblables, était déjà compris intuitivement à un certain degré, et que Hippocrate n'a fait que synthétiser des idées de l'époque en une phrase, sur ce point-là du moins. Hippocrate ne contestait en rien les dieux. Il était de l'avis que la nature, la physis, était d'origine divine, mais que les maladies ne sont que des conséquences de l'activité de la nature. Ce serait la différence entre se dire maudit par Éole, car on a attrapé un rhume, et dire qu'Éole t'a donné un rhume en t'envoyant des rafales d'air. D'une perspective théologique et médicale, c'est une révolution. À entendre l'explication, on pourrait avoir le sentiment bizarre que les Grecs étaient des farfelus, qui pensaient que les dieux rôdent partout en permanence, et qu'il suffirait que les dieux se sentent bavards pour qu'ils commencent à discuter avec les hommes au bord de la route. Ce serait certainement un rapport aux dieux qu'on peut trouver chez Homère, et cela se retrouve aussi chez Platon. Il est possible que ce soit une perspective plutôt courante durant les anciennes époques. Ce serait pas si différent que ça des Japonais, qui trouvent des kami derrière chaque rocher. Les méthodes d'Hippocrate sont un reflet de son temps, que ce soit par les moyens techniques ou par la prudence de sa perspective. Le mal venait du climat, de l'environnement et des habitudes de vie des patients, y compris leur diète. Il existait selon lui un équilibre dans le corps qui pouvait être perturbé, et c'était le rôle du médecin de rétablir cette harmonie. Et puisque le corps est situé dans le monde, et que le monde est divin, cet équilibre interne repose aussi sur un équilibre avec le cosmos. C'est comme cela que fut créée la théorie des humeurs, qui se base sur l'idée d'équilibre interne au corps, et de la nécessité de rétablir cet équilibre pour faciliter la guérison. C'est une approche dite douce, très peu intrusive en règle générale. Cela pouvait se faire en changeant son environnement, ses habitudes, ses repas, par différents traitements si besoin est, ou, au pire, par l'évacuation de certaines forces malsaines à l'intérieur du corps. C'est ainsi que l'on développa les purgatifs et les saignées. Oui, les saignées viennent d'Hippocrate. Et il croyait aussi que les femmes émettaient de la semence comme les hommes. Même les génies font des erreurs. Au moins, c'est pas lui qui a inventé l'homme zodiacal. 3. Extase à Athènes. Chapitre 1. Culte à mystère. Je vais me référer sur ce point principalement sur l'ouvrage de Rinella, qui parle d'Athènes au temps de Socrate et de Platon, le temps où Hippocrate a vécu, et où donc son influence ne fait que commencer à croître. C'est la période classique, de moins 500 à moins 323 environ. Socrate meurt en moins 399. Il est un catalyseur important dans cette histoire, gardez-le en tête. C'est une période où règne la théurgie et les cultes à mystère. Une des conséquences logiques de la théurgie fut la croyance en l'accessibilité à la sagesse divine par l'intermédiaire de visions ou rêves mystiques. On atteint le sublime, le divin, par l'expérience mystique. C'est cela qui a mené à l'apparition de cultes à mystère. Il en existait plusieurs à l'époque, mais je me focaliserai surtout sur les mystères d'Éleusis et le culte de Dionysos. Quand je parle de culte à mystère, je ne saurais dire si je parle d'un lointain ancêtre des francs-maçons. Les mystères d'Éleusis se basent sur un culte chtonien, autour du mythe de Perséphone et de sa relation avec Déméter et Hadès. Ce culte était mystérieux car ses expériences mystiques étaient indicibles et qu'on ne pouvait donc pas mettre en mots les visions. On découvrait ces mystères par rite initiatique et il était nécessaire de pouvoir instaurer un cadre afin de rendre ces rites effectifs. Ce culte avait très certainement un grand nombre de mystères plus intelligibles, mais ils périrent avec le culte, avec le temps, et le peu de sources chrétiennes sur le sujet ne sont pas nécessairement fiables. J'aurais encore plus de difficultés à parler du culte de Dionysos. L'un de leurs restes serait l'usage du kykéon durant les rites d'initiation. Le kykéon serait la potion que l'on devait boire pour atteindre le contact divin, l'époptéia. Le kykéon semble être associé au pharmacone, tout en s'en distinguant. Dans l'Odyssée d'Homère déjà, le mot de kykéon était utilisé. C'était le nom de la potion de Circé, celle qu'elle utilisa sur l'équipage d'Ulysse. En y mélangeant des pharmacas, pluriel de pharmacone, elle les transforma en porcs et leur fit perdre leur identité. Mon intuition, et mon intuition seulement, me dirait que le kykéon serait la potion dans laquelle on ajoute des drogues afin de les rendre plus faciles à ingérer. Ce serait une sorte de base stabilisante dans laquelle on peut ajouter le pharmacone approprié. Je pense avoir suffisamment placé les éléments du décor pour pouvoir véritablement parler de la puissance du pharmacone. Grand 3, chapitre 2. Extase. J'ai mentionné les blessures et je les ai distinguées des maladies. Pour schématiser, une blessure est un mal qu'un médecin peut soigner en règle générale, et si c'est une maladie, seuls les dieux peuvent la guérir, et alors on va voir un prêtre.
Voilà pourquoi je dis que l'adage similia similibus curantur se pratiquait avant Hippocrate. L'éminent médecin va d'ailleurs étendre le champ de la médecine en affirmant la cause naturelle et non surnaturelle des maladies. Mais l'univers médical ne se limite pas à ces deux catégories. Je vais commencer en abordant le cas de l'épilepsie. Avant Hippocrate, l'épilepsie était considérée comme une maladie particulièrement divine. Le malade ne souffrait pas particulièrement en règle générale, et ses convulsions étaient le signe d'une vision, d'un contact avec le divin. Cela ne serait pas étonnant si c'était les symptômes que manifestait la Pythie de Delphes. Permettez-moi de citer Hippocrate sur le sujet. Quant à cette maladie sacrée, elle naît des mêmes influences que les autres, c'est-à-dire de ce qui arrive et de ce qui s'en va, de la froidure, du soleil, des vents qui changent sans cesse et ne sont jamais en repos. Ces choses-là sont divines, de sorte que cette maladie n'a aucun caractère qui la fasse regarder comme plus divine. Mais toutes sont divines et toutes sont humaines. L'exemple de l'épilepsie soulève une opinion répandue chez les Grecs sur ce qu'on appellerait l'état second. Ce n'est ni une blessure, car on n'est pas blessé ou violenté, et ce n'est pas non plus vraiment une maladie, parce qu'on n'est que dans un état temporaire étrange, mystérieux, même pas nécessairement affaibli, et que cela se dissipera probablement après une nuit de sommeil, telle la visite d'un dieu en songe. Cet état second est le propre du divin, car on est rempli d'une force étrangère, qui nous amène à voir ce qu'il existe par-delà notre vision ordinaire. C'est cette association qui donne toute son importance au pharmacone dans sa signification surnaturelle. Le pharmacone est le conduit vers l'extase. Je vous demanderai de faire preuve d'une grande prudence dans l'usage du mot extase. Son sens courant actuel est lié à une joie immense qui nous ferait perdre pied avec le réel. Mais cela en a en fait une perspective très réduite. Le sens de l'extase est multiple, car le mot sens lui-même ne prend sens que par l'extériorité. Je reprends l'explication de Julia de Funès, docteur en philosophie, sur ce point. Le sens veut dire sensation, direction et signification. La sensation ne peut être uniquement si notre sens rencontre un stimuli adapté. Le goût ne sert à rien sans objet à goûter. Même chose pour la direction. Il faut se référer à un point extérieur pour qu'il y ait une direction pour nous repérer. Quant à la signification, le sens n'a de sens qu'en référence à une autre valeur. Même une quatrième acception, l'émulation, consiste à se rapprocher d'un idéal qui se distingue de nous. Le propre de l'extase consiste donc à s'extirper de soi. J'ai d'ailleurs mentionné ce détail de philosophie à une proche qui a utilisé de la drogue dans le passé, et elle a trouvé cette explication tout à fait pertinente, car c'était son souvenir de l'expérience. L'extase est bien plus vaste donc que la joie. La frénésie est une forme d'extase. On pourrait même dire qu'une personne se tordant de douleur et faisant des choses qu'elle ne ferait jamais dans d'autres circonstances est dans l'extase. C'est l'autre nom pour l'état second que je mentionnais. Et sortir de soi a bien des conséquences, surtout quand des divinités extatiques sont ascendantes. Je ne parle pas que de Dionysos. Pour résumer le contexte, tandis qu'Athènes se retrouve à vivre et survivre ses troubles plus ou moins habituels, il y a une évolution au rapport des forces théologiques en trame de fond au sein de la cité. Dès la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, il y aurait eu une grave crise agraire à Athènes, probablement liée à une montée de la démographie. Face à la demande croissante de la production agricole, il y aurait eu une augmentation de l'influence des cultes associés aux déesses merctoniennes. Gaïa, oui, et bien sûr Déméter, mère de Perséphone. Pierre Vidal-Naquet, spécialiste de l'histoire de la Grèce antique, avait même remarqué dans son livre « Le monde d'Homère » un passage de la fin de l'Odyssée qui pourrait laisser présager une montée de l'influence de l'agriculture en opposition à la mer. La ville d'Éleusis, où se trouvait le temple de Déméter, n'était qu'à 20 km à l'ouest d'Athènes. Les mystères d'Éleusis avaient toutes les raisons d'étendre leur influence dans la cité la plus prestigieuse de l'époque, qui était en passant sa voisine de palier. Quant à Dionysos, le festival annuel d'Athènes se déroulait sous son augure, les Dionysies. Le théâtre de Dionysos à Athènes serait le premier au monde. Ce n'est pas rien d'être le saint patron du théâtre à Athènes. Grand 3, chapitre 3, Perséphone et Dionysos. Le plus curieux pour vous, j'imagine, devrait être la raison pour laquelle j'associe le culte de Perséphone avec Dionysos. Pour faire simple, ils sont reliés par des thèmes communs, le sol, la mort, la renaissance et l'extase. Perséphone, enfant de la mère des moissons, alors qu'elle était en train de jouer dans un champ de narcissos, une plante hallucinogène, se fait elle-même cueillir par Hadès, dieu des enfers, qui l'emmène avec elle. Déméter, la mère de la terre, furieuse de se faire prendre le fruit de son ventre, répand la sécheresse et la famine parmi les hommes.
C'est Zeus lui-même qui doit intervenir pour régler la situation, en demandant à Hadès de bien vouloir rendre Perséphone à sa mère. Hadès accepte, mais avant de rendre Perséphone, il lui donne une graine de grenade, au goût divin, qui va pousser Perséphone à revenir à lui la moitié de l'année. C'est une allégorie actuellement politiquement incorrecte, pour expliquer la saisonnalité des récoltes. C'est très joli! Mais quand on prend en compte l'idée de l'extase là-dedans, tout de suite, cela devient aussi une métaphore pour un voyage psychédélique. On voit la trace de Dionysos à la fois dans la plante qui amène Perséphone dans le monde d'Hadès, dans le royaume d'Hadès, pardon, comme dans la grenade qui la fait revenir chaque année, quand bien même l'incarnation de l'ordre social, sa mère et Zeus, la pousse à revenir dans le monde des vivants. Je ne parlerai pas de la confrontation entre le lien mère-fille et le lien mari-femme, dans un monde où il était habituel de faire marier les hommes à 20-30 ans à des filles de 15 ans. Trop hors sujet et je fais déjà beaucoup de détours. J'aurais bien du mal par contre à vous parler de Dionysos, sans craindre de dire n'importe quoi. Des ouvrages que j'ai travaillés pour cette conférence, 3 mentionnent Dionysos, et les 3 disent que Dionysos est un dieu paradoxal, mystérieux, voire incompréhensible aux non-initiés. Il est dit qu'il est un dieu étranger, mais je ne pourrais même pas vous confirmer s'il vient de Mésopotamie, de Thrace ou d'Inde, si c'est un dieu de l'ivresse, venant de la vigne ou des champignons. Il aurait été vénéré en Grèce depuis au moins 1500, mais c'est encore un étranger. Les mythes selon lesquels Dionysos serait né 2 fois, car Zeus l'intègre à son corps pour le faire renaître après sa mort, peut évoquer l'assimilation de l'étranger dans le corps social. Mais c'est qu'une interprétation. Tout ce que je pourrais affirmer, c'est que c'est un dieu de l'extase dont le pouvoir découle principalement des produits de la terre. Extase, plantes, vignes et théâtre. Dionysos ressemble très certainement à un dieu du pharmacone. La montée en influence de ces cultes se faisait aux dépens de la tradition homérique. Tout comme le récit biblique a fini par perdre son élan au fil des siècles, la tradition homérique commençait à perdre de son charme. Dans le 3e chapitre du banquet de Xénophon, rédigé au début du 4e siècle avant notre ère, et on demande aux convives quelle est la connaissance qu'ils ont et qu'ils estiment le plus. Nicératus répond que son père voulait qu'il devienne un homme vertueux, et donc il lui a fait apprendre l'Iliade et l'Odyssée par cœur. La réaction des autres convives en dit long. Ils râlent que tous les rhapsodes les connaissent aussi et qu'ils peuvent pas passer une journée sans les entendre. Ils sont fatigués d'Homère. Permettez-moi de traduire et de réciter Rinella sur le sujet. En parallèle de l'ascendance de Dionysos, on retrouve les anciens mystères locaux, dont Éléusis, qui étaient favorisés par à peu près les mêmes forces politiques. Ce recul de ce qu'on pourrait appeler la traditionnelle théologie delphique, où les dieux de l'Olympe furent essentiellement des figures puissantes et distantes, et les mortels des créatures fragiles et menacées, gagna en vitesse lors de la coûteuse guerre du Péloponnèse, -431 à -404. Durant la guerre, à mesure que la classe aristocratique régnante traditionnelle s'ouvrit à une nouvelle classe d'artisans et de marchands sans propriété terrienne, la cosmologie traditionnelle subit un déclin, envahie en partie par les hommes déifiés, et surtout par des divinités importées, et au final, les adorateurs de ces dieux eux-mêmes. Les mystères d'Éleusis gagnèrent en importance et en popularité durant cette période-là, un acteur dans un effort plus vaste, mais pas totalement réussi, afin d'institutionnaliser l'extase. Dans la période classique de l'Antiquité, le commerce du vin est l'un des piliers de l'économie grecque. Il n'est pas surprenant que des marchands de vin soutiennent leur patron, Dionysos. Le point qui reste à soulever alors est la question de l'institutionnalisation de l'extase. Comme je l'ai mentionné, Dionysos avait son festival annuel à Athènes, qui devait certainement être lucratif et extatique. Mais les Grecs n'avaient pas à attendre les festivals pour boire, ils pouvaient organiser des fêtes eux-mêmes. Le terme pour cela serait symposium, qui vient de sympino, ou boire ensemble. Le mot symbole peut donc aussi dire se réunir, se unifier. Symposium fut traduit en français en tant que banquet, d'où le banquet de Platon ou de Xénophon. Ils ont lieu durant un symposium. Cet espace quasi exclusivement masculin, souvent aristocratique, était idéal pour faire la fête, boire, passer du temps avec des amis, tisser des liens avec de potentiels clients, ou comme on dirait aujourd'hui, réseauter. Ce genre de banquet était suffisamment commun pour avoir eu ses propres rituels et normes. Parmi les coutumes du symposium, il devait avoir un maître de cérémonie dont le devoir était d'administrer le versement et la dilution du vin. Le vin grec n'était pas celui d'aujourd'hui. Déjà, les Grecs ne connaissaient pas la fermentation, donc il y avait toujours le risque du méthanol. Ce n'était pas inconnu dans la Grèce antique que le vin pouvait tuer ou rendre aveugle. De plus, les préparations et les ingrédients du vin ont changé à travers les millénaires. C'est ainsi qu'on retrouve des composants de hashish ou d'opium dans les restes d'amphores de l'époque. Il était probablement possible d'atteindre une forme d'extase avec de tels pharmacas. C'est pourquoi il y avait un grand nombre de restrictions sur la consommation du vin. Les esclaves ne pouvaient pas en boire par exemple.
D'une perspective de rapport social, c'est tout à fait logique. L'extase fait sortir hors de soi, on l'a mentionné plus tôt. Quand un esclave entre en extase alors, est-il alors encore un esclave ou est-il en contact avec le divin? Possédé d'une telle démesure, l'esclave n'obéit plus à son maître, et les classes dominantes qui disposent des esclaves ont toutes les raisons de posséder cet interdit. Mais ce danger de l'extase allait bien plus loin. Le vin était trop cher pour les esclaves de toute façon. Le problème, c'était le déclin de l'autorité traditionnelle et la montée de nouvelles forces théologiques dont l'influence découlait de l'extase qu'elle offrait. J'ai offert beaucoup de détails sur le contexte, mais je vais essayer d'abréger ce point-là. Pour faire simple, tout comme un esclave cesse d'être esclave dans l'extase, un citoyen cesse d'être citoyen dans l'extase. Les élites athéniennes étaient en train de substituer le culte traditionnel avec une autre divinité dont la foi se pratiquait par la consommation d'alcool et de drogue. Se déchargeant de vieux rites régulateurs, hommes et femmes se retrouvaient dans l'équivalent de soirées étudiantes pour boire et faire la fête avant d'aller répandre leur ivresse en se baladant dans les rues le soir. Hors de tout contrôle, ils saccageaient tout ce qui les intéressait, propriétés privées et symboles sacrés sans distinction, et harcelaient ceux d'un statut social inférieur. Un philosophe en particulier va s'opposer à cela. On le connaît sous le nom de Platon. Grand 4. Platon. Chapitre 1. La situation de Platon. L'un de mes livres de référence pour cette conférence a Platon dans son titre. Il fallait bien que je le mentionne. Platon est né en -428 et meurt en -347. Aristocrate, il devient philosophe auprès de Socrate. C'est l'un des philosophes les plus influents de tous les temps, et laissant un impact majeur dans la philosophie de l'univers chrétien. La postérité se souviendra de lui, à travers ses dialogues rédigés, où il exprime son point de vue par la bouche du personnage de son maître. J'espère avoir démontré, à travers cette conférence, que les Grecs n'avaient pas les mêmes perspectives que nous vis-à-vis du divin et du rapport au monde. Ils avaient des catégories, et ils faisaient les distinctions, mais l'âme et la nature étaient reliées par la cosmologie divine, quand bien même il y avait des différences. Permettez-moi de citer un passage du Timée de Platon, 88a à 88d environ. Contre ces deux maladies, la disproportion du corps face à l'âme, ou de l'âme face au corps, il n'y a effectivement qu'un seul remède. Ne mouvoir ni l'âme sans le corps, ni le corps sans l'âme, pour que, se défendant l'une contre l'autre, ces deux parties préservent leur équilibre et restent en santé. C'est en accord avec la perspective qu'avait Hippocrate, contemporain de Platon, sur le sujet de la nécessité de l'équilibre interne. Platon applique cette notion d'équilibre dans la relation entre l'âme et le corps. Si on en croit le propos d'Éric Simac, dans le banquet de Platon, 186d à 187b, Platon était au courant des théories d'Hippocrate. Mais Platon pousse cet équilibre plus loin encore, en associant la santé physique, la santé mentale ou éthique, et la santé de la cité. De notre perspective, ce serait la triple superposition de trois choses différentes et distinctes, la physique, le psychologique et le politique. Mais pour Platon, c'est un ensemble cohérent. Il est aussi possible de comprendre cela comme une pluridisciplinarité au sein soit de la politique ou de la philosophie. Si les puissants ne maîtrisent pas leurs désirs et déversent leur mépris sur les pauvres, cela crée une tension au sein de la cité, et on peut craindre que les pauvres demandent le soutien des cités étrangères pour aider à renverser la classe dirigeante. Même chose pour un tyran dont la démesure, l'hybris, déséquilibre son corps par la peur qu'il subit et qu'il répand à travers la cité par l'exercice de ses désirs déchaînés. Un corps malade entraîne une âme malade, et vice-versa, et n'importe laquelle de ces conditions suffit à rendre la cité malade, car les individus sont des membres de la cité, tout comme les organes sont des membres d'un corps. La réflexion sur la cité idéale de Platon l'amène à réfléchir à comment éduquer la classe des gardiens de la cité dans la République. Il développe même sur quel régime alimentaire il devrait adopter. À une autre époque, j'imagine très bien Platon se dévouer à l'anthropologie. Il serait sûrement d'accord avec Jean Bodin quand il disait « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Nietzsche a sûrement eu son idée de médecin de la civilisation à partir de Platon, car c'était presque la tâche que le philosophe avait assumée. Platon était une personne sérieuse, et s'il y a une chose que les gens sérieux ne supportent pas, c'est voir des aristocrates, avec plus d'or que de bon sens, passer leur soirée à vomir dans le jardin des autres et à pisser sur les statues de la place publique avant d'aller importuner les pauvres. Platon ne voyait certainement pas d'un bon œil les adorateurs extatiques de Dionysos. Selon Platon, pour qu'une cité devienne harmonieuse, il est nécessaire que ses habitants le soient aussi. Et pour que l'harmonie de la cité soit possible, il faut amener l'harmonie dans l'âme et le corps des habitants de la cité d'Athènes, quand bien même certains s'abandonnent à l'extase dans l'espoir de devenir divin Dionysos. C'est car l'âme est malade que le corps le devient, dans le cas présent. Il faut donc extirper le mal de l'âme des gens de la cité. Cela tombe bien que Platon est philosophe, il peut toucher l'âme par ses propos. Platon, ayant identifié la source de la maladie, s'en va donc exercer ses pharmacas, tel son maître Socrate avant lui, par la maïeutique.
Mais il y avait un autre problème à l'époque. D'autres personnes manipulées par la parole. Je parle bien sûr des sophistes. Grand 4, chapitre 2. L'affrontement contre les sophistes. Les sophistes, tout comme les philosophes, influencent par le discours, mais leur objectif est très différent de celui de Platon. Les sophistes, en somme, se prétendaient être des techniciens du discours. En faisant usage de rhétorique, de belles paroles, il était possible de gagner une grande influence dans l'Athènes démocratique de l'époque, que ce soit au tribunal ou devant une assemblée. Il y avait donc des professeurs de rhétorique qui enseignaient comment manier une foule en les faisant rire, en les faisant pleurer ou en excitant leur colère. On nomme leurs élèves les sophistes, et ils se servaient de leur art oratoire à leur profit. Les Grecs n'avaient pas de mots pour la psychologie. Tout phénomène qui s'y ramène pourrait être considéré comme étant magique pour eux. Les orateurs faisant usage de rhétorique étaient donc similaires à des sorciers. Platon se retrouvait face à plusieurs problèmes. 1. Les professeurs de rhétorique vendaient comme technique un pouvoir de parole qui touche les âmes. Entre un professeur de rhétorique qui explique comment exciter les passions et un pillard qui vient prendre les pharmacas d'un temple pour les consommer avec ses amis, il n'y avait pas grande différence. 2. Puisque les beaux discours se propagent dans la cité, la valeur de chaque mot diminue. Elles ne deviennent plus que des figures de style littéraire, maniées avec plus ou moins de brio. Tel Mithridate qui s'empoisonnait chaque jour, les oreilles de la cité allaient s'habituer à ce poison et les mots allaient perdre de leur puissance. Et 3. Les non-initiés ne pouvaient voir la différence entre un sophiste et un philosophe. De la part d'un néophyte, c'était juste des variantes de jolis discours. Je pense que c'est pour ça, entre autres, que Platon a rompu avec la tradition homérique. Je vais citer Pausanias dans le banquet de Platon, 180a à AB. Prise en elle-même, une action est ni belle ni honteuse. Par exemple, ce que pour l'heure nous sommes en train de faire, boire, chanter, converser, rien de tout cela n'est en soi une action belle. Mais c'est dans la façon d'accomplir cette action que réside telle ou telle qualification. Lorsqu'elle est accomplie avec beauté et dans la rectitude, une action devient belle. Et lorsque la même action est accomplie sans rectitude, elle devient honteuse. Selon Rinella, ce serait une opinion courante dans la Grèce de l'époque. Encore une fois, cela résonne avec le concept d'équilibre que j'ai mentionné plusieurs fois comme important à l'époque. J'ai nommé cela tradition homérique, car cela est en lien indirect avec le paradigme qu'a institué Homère. Un paradigme, je rappelle, c'est ce à la ressemblance de quoi naît ce qui devient. C'est l'idée d'un mimétisme du fondamental. Par exemple, personne n'est libre dans un pays qui ne l'est pas. Homère, dans l'affrontement entre les Achéens et les Troyens, dans l'Iliade, a rédigé un affrontement non manichéen. Achille est un héros courageux, mais son adversaire, Hector, est un homme vertueux. Dans d'autres circonstances, ils auraient pu être amis. C'est la tragédie déclenchée par la volonté divine qui a amené à leur duel à mort. Les dieux surclassent les mortels, mais leurs affrontements internes sont un reflet des relations politiques mortelles, et au final, certains dieux brillent plus que d'autres dans le conflit. Zeus lui-même se retrouve contraint d'accepter la mort d'un de ses fils, Sarpédon, durant l'Iliade, car il trouve cela préférable à l'hostilité des autres dieux, s'il le sauvait. Malgré des différences de pouvoir, chaque personnage dispose de force et de faiblesse, et c'est le jeu de rencontre et l'adresse de chacun qui leur permet de se distinguer. Platon va tâcher à imposer un autre paradigme, que l'on pourrait nommer l'agatonisation du divin. L'agaton signifie le bien en grec, en opposition au kakon, qui signifie le mal. Cela va donner cacophonique. L'agatonisation du divin consiste à affirmer la supériorité intrinsèque du bien sur le mal, et à associer le bien au divin. Phèdre, 242e. Si Eros est quelque chose de divin, il ne saurait être mauvais. République 408c est encore plus limpide. Nous dirons que s'il était le fils d'un dieu et il n'était pas Cupide, et s'il était Cupide, alors il n'était pas le fils d'un dieu. La raison pour cela semble particulièrement criante dans République 87b. Platon explique en somme qu'Homère, c'est de la très belle poésie, mais qu'on ne va quand même pas enseigner aux jeunes générations que les héros pleurent, que les dieux peuvent rire ou souffrir. Cela pourrait donner le mauvais exemple. En affirmant que le divin est bon, tout-puissant et ne pourrait être mauvais, il affirme en même temps que le seul chemin à suivre est celui de la vertu. La vertu étant le vrai, le bien, le beau. C'est passer d'une logique où on demande « a-t-on agi avec adresse ?» à la logique « a-t-on bien agi ?» C'est une transition de l'arrêté, de l'excellence, vers le bien. Si Platon cherche à redéfinir l'opposition bien-mal en faveur de la suprématie du bien, c'est entre autres car c'était la seule manière qu'il avait pour s'opposer aux sophistes, tout en s'en distinguant, lui permettant alors de s'élever au-dessus d'eux. Si Platon avait cherché à avancer ses idées sous l'étiquette d'un discours qui va améliorer votre vie, on n'aurait pas eu le Platon qui a marqué l'histoire, on aurait eu un guide de développement personnel. Il n'aurait été qu'un rival de plus parmi les professeurs de rhétorique.
En fusionnant le bien avec le divin, Platon peut déclarer qu'il faut poursuivre le bien en toute chose, et donc permet de condamner le clientélisme, la technicité et l'opportunisme des sophistes. C'est le sujet du Gorgias. On pourrait argumenter que l'équilibre, l'ouverture d'esprit et l'empathie envers l'autre face à la tragédie qu'on trouve chez Homère ne ressemblent en rien à la technocratie rhétorique des sophistes. Mais Homère se tient devant Platon quand Platon cherche à condamner les sophistes dans leur intégralité. Homère est un poète. Homère lui dirait que même un utilisateur de rhétorique peut faire preuve de vertu dans son art. Si Platon admet qu'il peut y avoir un bon usage comme un mauvais usage de la rhétorique, cela veut dire qu'il ne peut condamner de manière générale les sophistes. Mais le problème dans la rhétorique, c'est surtout ceux qui l'emploient à son époque, les sophistes. Et comment distinguer un bon et un mauvais sophiste, quand de toute façon le problème avec eux, c'est qu'ils changent d'avis comme de toge. Il est nécessaire donc, pour Platon, d'affirmer l'immoralité des sophistes dans leur ensemble, quitte à piétiner Homère en disant cela, car sinon le geste est futile. L'unification du bien en un idéal ne permet pas d'admettre que la vertu se manifeste d'une diversité de manières. Il est intéressant de voir Platon fouler aux pieds lui aussi l'idole dont le déclin du prestige est l'un des facteurs qui a déchaîné l'extase à l'intérieur d'Athènes. En divinisant le bien, Platon va préparer le terreau du monothéisme à portée universelle, et donc la naissance du christianisme des siècles plus tard. Du magma archaïque des forces multiples qui se rencontrent et s'associent, Platon va enclencher une rupture radicale qui permettra l'opposition stricte entre l'âme et le corps. Mais tout comme Homère, il y a autre chose qui va subir du choix de Platon. Je parle du pharmacone. Grand 4, chapitre 3. Platon et Derrida. Platon a une bonne idée de ce qu'est le pharmacone. Il emploie plusieurs fois le mot, et c'est peu surprenant étant donné ses subproblématiques. C'est d'ailleurs à travers la lecture de Platon que Derrida a rédigé son essai, qui a popularisé le pharmacone au XXe siècle, la pharmacie de Platon. Platon emploie le terme pharmacone, non pas seulement pour des potions ou des plantes, mais aussi pour l'écriture. Les discours rentrent certainement aussi dans cette catégorie selon Platon. Il y a d'ailleurs un avis nuancé sur le sujet. Selon Platon, le pharmacone est une force extérieure qui agit sur le corps, et il s'en méfie. Il était de l'avis que la maladie était une forme alternative de vie, et qu'il fallait qu'elle dure son temps, pour que la vigueur du corps puisse s'en débarrasser naturellement. Le rôle du médecin étant de s'assurer que les habitudes de vie du patient soient capables de le faire. Cela s'applique aussi bien pour la santé physique, mentale, que politique. Selon cette perspective, Platon assimile le pharmacone à la xénocratie, le règne de l'extérieur. Derrida rejoint cette analyse. Le remède pharmaceutique est essentiellement nuisible parce qu'artificiel. En cela, Platon suit la tradition grecque, et plus précisément les médecins de Cos. Le pharmacone contrarie la vie naturelle, non seulement la vie quand aucun mal l'affecte, mais même la vie malade, ou plutôt la vie dans la maladie. Le pharmacone ne peut être uniquement bénéfique. Le pharmacone vient d'un mélange. Il guérit dans la douleur, aussi paradoxal que cela sonne. Derrida parle du pharmacone comme d'une douloureuse jouissance. C'est le mot qu'il emploie. Platon crée un mythe de l'écriture dans Phèdre, le mythe de Teute, et compare l'écriture à un pharmacone, présenté dans son mythe comme un moyen de remédier aux trous de mémoire. C'est ce texte que Derrida explore en 1968. Ce que Derrida explique des propos de Platon, c'est que l'écriture est un pharmacone, car c'est présenté comme un supplément à la mémoire, alors qu'en fait, son usage va juste aggraver le problème, car on travaillera moins sa mémoire si on peut écrire à la place. L'écriture ne va donc pas guérir la mémoire, elle va guérir l'absence de mémoire. Selon Platon, c'est un pharmacone car on guérit le mal par le mal. Derrida ne se trompe pas en disant « le pharmacone est le supplément dangereux qui entre par effraction dans ceux-là qui auraient voulu pouvoir s'en passer et qui se laissent à la fois frayer, violenter, combler et remplacer, compléter par la trace même dont le présent s'augmente en y disparaissant. » J'admets que Derrida n'est pas tout le temps des plus compréhensibles. Néanmoins, malgré tout cela, Platon admet que si un corps demeure malade et qu'il n'y a pas d'autre solution, mieux vaut un pharmacone que la perpétuation de la maladie. La fin de l'horreur, peu importe la conclusion, plutôt que l'horreur sans fin. Voilà pourquoi je parle de nuances avec Platon au sujet du pharmacone. Mais l'agatonisation du divin va causer des difficultés pour ce concept. Chapitre 4. L'agatonisation du divin. Je vais citer un extrait d'Histoire de la médecine, au sujet de la médecine hébreuse antique. Mais le monothéisme des Hébreux constituait une situation très particulière. Yahvé, le Dieu unique et puissant d'Abraham et de Moïse, était responsable à la fois de la maladie et de la guérison. Seule la prière et les sacrifices pouvaient être efficaces. Dans ces conditions, que pouvait faire la médecine humaine ? Les Hébreux ont réussi à développer la médecine malgré cette complication théologique, due à une sorte de dérogation au sein de l'Ancien Testament. En somme, les médecins sont là par la volonté divine, donc il n'y a pas de problème à aller se faire guérir, quand bien même Yahvé a voulu vous punir d'une maladie.
Les chrétiens vont se retrouver avec un problème similaire. Si Dieu est unique, bon et tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal existe dans le monde? François Julien en parle un peu dans son essai du mal du négatif. En somme, des chrétiens se sont creusés vivement les méninges sur le sujet, de saint Augustin jusqu'à au moins Leibniz dans ses essais de théodicée. Selon François Julien, malgré des trésors d'ingéniosité, le mieux qu'il puisse dire c'est que le mal est l'épice du bien, que sans le mal, on aurait difficulté à apprécier le bien. François Julien trouvait ça plutôt léger. J'ai essayé une fois de lire le Malleus Maleficarum, le livre des travaux des inquisiteurs lors de leur chasse aux sorcières. La question 12 traitait de cette question. J'admets avoir eu du mal à suivre. Je poursuis l'hypothèse que le christianisme a voulu tout faire pour distinguer le bien du mal. Le lien que j'essaye d'expliquer s'incarne bien dans le mot sacer en latin. C'est du mot sacer que l'on a aujourd'hui le mot sacré. Mais sacer voulait dire aussi bien sacré que maudit. Alors qu'aujourd'hui, le sacré n'a presque pas de connotation malfaisante, et nous utilisons des mots comme tabou, d'origine polynésienne, à la place. Selon la première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1694, le mot sacré n'existait pas, mais il y avait le verbe sacré. On retrouve le mot sacrilège, de sacrilegius, mais cela signifie prendre au sacré, et n'insinue pas nécessairement le sacré comme étant maudit. Je trouve significatif que l'apparition de sacré comme terme d'exécration, comme pour sacré vilain, se trouve dans la 5e édition, celle de 1798. Ces détails sont importants pour expliquer pourquoi le pharmacone fut oublié d'Europe pendant très longtemps. Dû à la conception du bien selon l'Église catholique, il était contre le dogme de tolérer une substance magique capable d'empoisonner comme de guérir, sans même parler de toute l'association du pharmacone au rite païen, dont c'était paradoxalement l'un des éléments les plus mystérieux et pourtant les plus visibles. Cela ne me surprendrait pas de retrouver le pharmacone durant le Moyen-Âge parmi des textes médicaux plus ou moins ésotériques, mais je n'ai pas eu cœur de vérifier toute la littérature sur le sujet avant de venir. Grand 5. Redécouvrir le pharmacone. Chapitre 1. Expliquer René Girard. Je me suis reposé jusqu'ici principalement sur Rinella, dont le livre explique le contexte de la culture qui a donné naissance au mot pharmacone. Mais je l'avais découvert ailleurs, dans La violence et le sacré de René Girard, publié en 1972. Derrida fut probablement celui qui a attiré l'attention sur le terme par son texte La pharmacie de Platon, en 1968. Mais c'est à mon avis Girard qui est allé le plus loin et qui a eu la théorie la plus féconde sur le sujet. La raison pour laquelle j'ai passé autant de temps à expliquer le bagage contextuel derrière le pharmacone fut afin de rendre la théorie de Girard davantage compréhensible, car la gravité de la thèse qu'il développe est telle qu'il sera impossible de la prouver un jour. On ne peut analyser scientifiquement les événements politiques de grande ampleur, et c'est de quoi Girard parle. Cette thèse dépend même d'un mécanisme proprement mystificateur, ce qui peut rendre la thèse d'autant plus suspecte d'irrationalité. Mais malgré tout cela, je suis de l'avis que Girard a eu quelques intuitions géniales en rédigeant ce livre. Et j'ai jugé bon de faire une conférence pour en parler. Le concept clé, afin de saisir l'idée de René Girard, c'est le désir mimétique. On désire, non pas libéré de toute influence extérieure, mais on désire ce que nos modèles désirent. Ce serait la méthode par laquelle on transmet la culture et les principes. De ce que j'ai compris, la découverte des neurones miroirs en neurosciences vont dans ce sens. Le désir mimétique entraîne donc une relation triangulaire entre le disciple, le modèle et l'objet du désir. On désire l'objet à travers le mimétisme de l'autre. Le problème là-dedans, c'est le cas de figure où deux personnes se prennent en mimétisme réciproque, car ils vont désirer la même chose, et que cela va mener à une rivalité mimétique, où chacun veut la même chose, mais que personne ne veut ou ne peut partager. Le désir mimétique conduit dans ce cas à une double injonction contradictoire, car à travers le modèle, on comprend à la fois « cet objet est désirable » et « tu ne dois pas le désirer ». C'est cette friction qui mène à la rivalité. Quand une rivalité mimétique est déchaînée dans une communauté en proie au trouble, le risque de la crise mimétique apparaît. Par mimétisme, autour de quelques figures notables et conflictuelles, la communauté se polarise et se retrouve sur le bord de la guerre civile. C'est dans cette période de tension qu'une victime aléatoire se retrouvera désignée et qu'elle sera accusée de tous les maux qui ont causé la crise jusque-là. Cette victime sera le bouc émissaire. La communauté, en blâmant ce bouc émissaire de tout, sort de la crise mimétique, en arrivant à se rallier autour d'un objectif commun, son sacrifice. L'harmonie revient dans la communauté une fois le sacrifice achevé. C'est là où il y a une métamorphose pharmaceutique dans le bouc émissaire. Auparavant honni comme le symbole de tous les maux, une fois sacrifié, le bouc émissaire devient le symbole qui a unifié la communauté, car d'une violence réciproque, il en a fait une violence unanime. Ce serait en se rendant compte de la puissance symbolique du sacrifice de cette première victime émissaire
que les communautés cherchent à créer des règles afin de pouvoir invoquer ce pouvoir à nouveau, afin de garantir la paix au sein de la communauté. Et c'est ainsi que naît le sacré. Chapitre 2. La place des rites. La thèse de Girard consiste à dire que toutes les sociétés vivent constamment sous la menace de la violence. La violence de leur environnement, oui, mais la pire est celle dont on ne peut échapper, la nôtre, et celle de notre communauté. C'est car on souhaite échapper à cette violence que les hommes ont inventé ou découvert le sacré. En scellant leur violence derrière une force qui les dépasse, le divin, les hommes d'une communauté sont capables d'agir en harmonie entre eux. Si cela se limitait à cela, ce serait rien de plus que du Hobbes réchauffé avec une sauce religieuse. Mais ce qu'explique Girard, sans vraiment mentionner Hobbes, c'est que c'était la méthode que disposaient les communautés primitives afin de résoudre leurs conflits internes, car ces communautés n'avaient pas de système de justice centralisé. Chez Hobbes, il suffit de se plier face au roi, et l'ordre existe dans le royaume. Mais dans une tribu sans grande structure judiciaire, il n'y a pas de tel roi qui peut se poser en arbitre pour juger avec légitimité. Si jamais il y a un accrochage et que quelqu'un meurt, la terreur vient frapper la communauté tout entière, car le risque de la violence risque de se répandre comme une maladie par les liens qui relient les individus concernés. L'absence de force capable de se lever au-dessus de la mêlée est une aporie tragique qui peut mener à une guerre civile. La comparaison avec Hobbes me semble évidente, car à la fois Hobbes et Girard sont de l'avis qu'un égalitarisme universel ne produit pas l'égalité, mais la confusion, et la confusion n'est qu'un autre mot pour désigner le chaos. C'est l'instauration d'une différence, d'une hiérarchie, qui permet la création d'un ordre social, par la possibilité d'être inférieur ou supérieur face à quelque chose. Le mensonge mystificateur du sacré, et qui est essentiel afin d'instaurer l'ordre dans la communauté, et d'affirmer qu'il existe une bonne et une mauvaise violence, afin de cacher qu'elle est en fait unique. Peut-être certains parmi vous me diront qu'il existe la légitime défense, qu'il est toujours bon de protéger sa vie quand on est attaqué. Certes, je répondrai, pourquoi pas? Mais à l'échelle d'une petite société, quand deux chasseurs partent à la chasse, et qu'un seul d'entre eux revient en disant que l'autre a essayé de le tuer, et que donc il a dû le tuer à la place, est-ce que ça va consoler sa veuve? Est-ce que ça va empêcher les proches du défunt de penser que tu mens, que tu es un assassin, et qu'ils devraient te tuer pour venger leurs proches? La légitime défense est légitime d'une perspective libérale et individualiste, mais elle ne suffit en rien à préserver un ordre social qui repose sur l'harmonie collective. Le sacré et ceux qui s'en rapprochent avaient donc pour rôle de préserver l'ordre social, en faisant soumettre la communauté entière à ses rites. Le sacré est invoqué à travers les rites, mais sa puissance doit être déployée en faible quantité. Si chaque rite devait invoquer la puissance sacrée du moment fondateur, on aurait la passion du Christ chaque dimanche. Personne ne peut vivre ça. Ce qui se passe donc, c'est que le rite est censé être paramétré pour diluer le sacré en une dose suffisamment efficace pour fonctionner, mais pas assez pour causer une inversion catastrophique. Et cela doit être suffisamment rare pour ne pas permettre que la communauté développe une résistance mithridatique au rite. Une manière plus facile à comprendre cette perspective serait de dire que le travail des religieux, c'est de donner des gants de boxe et un ring à deux voisins en train de se taper dessus dans une rixe. L'idée fondamentale consiste à homéopathiser la violence à l'aide de rites, afin de la convertir en sacré. Une rixe résulte en une discorde, tandis qu'un combat sportif peut permettre la création de liens fraternels. Là où la violence dit que du sang versé et du sang versé, le sacré dit qu'il existe le sang maudit car versé hors du ring, et le sang sacré existe car versé à l'intérieur du ring. L'innovation de Girard est de dire que le bien et le mal dans le sacré est un processus que j'oserais appeler pharmaceutique, où l'un se métamorphose dans l'autre. Le sacré, c'est la violence. Cette perspective où la violence, le danger, le risque est une part intégrale du sacré nous est devenue plus inaccessible que jamais, due à l'évolution technique du monde. Dois-je rappeler le taux de mortalité infantile avant le développement de la médecine moderne? Pendant des millénaires, les fausses couches étaient un danger courant, et tous les parents devaient durcir leur cœur à l'idée qu'il était normal qu'une partie de leurs enfants allait périr avant d'atteindre l'âge adulte. Aujourd'hui, on accouche sans douleur, et il y a même des femmes qui veulent délocaliser leur grossesse. On va pas me faire croire que cela n'a aucune conséquence anthropologique sur le rapport au monde. Il est nécessaire pour le sacré qu'il y ait le risque que Girard nomme l'inversion catastrophique. Car sinon il ne pourrait pas avoir la tension qui est le prélude néfaste avant l'arrivée de la vertu bénéfique du sacré, qui agit donc comme pharmacone. Pour expliquer l'inversion catastrophique, j'aime prendre l'exemple d'une éponge. Si on veut essuyer un fluide avec une éponge neuve, on y arrive sans difficulté, et on peut apprécier la propreté de notre foyer. Mais si on veut essuyer une large flaque avec une éponge usée, alors au lieu d'observer la saleté, on la répand à travers la maison. C'est ça l'inversion catastrophique. Les rites d'initiation, les rites de passage, la naissance, la plupart des cérémonies sont lisibles sous cet angle selon Girard. Les périodes de transition, de métamorphose, représentent un grand danger. Le mythe de Phaéton est l'un des plus évidents par cette lecture.
Phaéton est un demi-dieu, fils d'Hélios, dieu du soleil, qui survole le monde sur son chariot brillant. Dérobant le chariot de son père, il en perd le contrôle et dévaste une partie du monde avant que Zeus l'abatte. On peut voir ici les brises d'un mortel souhaitant manier le pouvoir d'un dieu. Oui, mais on peut aussi voir l'inversion catastrophique provenant d'un héritage mal transmis. Phaéton voulait devenir son père, comme un fils voulait devenir un homme, mais en ne respectant pas les règles de l'héritage, il n'a fait que semer le désordre. Le mariage d'Hélène rentre aussi dans la catégorie. On l'a jamais vu, mais la beauté d'Hélène est légendaire. Tous les notables de Grèce voulaient l'épouser, mais avoir beaucoup de prétendants peut être source de danger. Le premier choisi risquerait de se faire charcuter par les autres. C'est la raison pour laquelle Ulysse a donné l'idée de faire jurer un serment par tous les prétendants pour qu'ils acceptent le résultat de l'union, peu importe qui est choisi. Girard parlerait ici de rite de mariage, oui, mais aussi de rivalité mimétique et de jumeaux sociologiques. Ce serment est d'ailleurs la raison pour laquelle les Achéens sont allés détruire Troie quand Hélène fut enlevée. Le pouvoir pharmaceutique du serment, qui a tempéré le tempérament des prétendants, a d'ailleurs mené à l'inversion catastrophique. L'Iliade, la guerre contre Troie, car Paris a enlevé Hélène après le mariage. Ce risque dans la cérémonie du mariage existe aussi dans les cérémonies non mythologiques. J'imagine que certains ici ont déjà entendu la formule « Si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais ». Cette formule incarne très bien le sacré, à la fois dans son aspect religieux qui nécessite l'unanimité de la communauté pour être sanctifié, et dans le risque de l'inversion catastrophique, qui pourrait déverser la violence dans la communauté. Le mariage est d'autant plus faste que le rite se déroule sans heurts. Je tiens à rappeler que cette formule rituelle particulièrement dramatique vient des films américains. Veuillez vous référer aux articles 63 à 76 du Code civil pour voir les modalités de la contestation d'un mariage en France. Chapitre 3. Pharmakon et pharmakos. Bien que beaucoup des propos de René Girard s'appliquent au pharmakon, le terme est relativement peu mentionné dans la violence et le sacré. La raison étant qu'il ne parle pas tant du pharmakon que du pharmakos, qui est en fait l'autre nom pour la tradition grecque de leur bouc émissaire. La similitude des noms n'est qu'un reflet de la similitude entre leurs rôles. Le pharmakos est le sacrifice sacré, tandis que le pharmakon recouvre les techniques pour accéder au sacré. Le point le plus difficile à évaluer est le degré de connaissance que les communautés archaïques avaient sur l'exercice du sacré. Est-ce que c'était que du heureux hasard, de l'empirisme, ou est-ce que les prêtres transmettaient oralement et en secret les arcanes pour appréhender le rôle du sacré? Il me sera impossible de trancher, mais je pense qu'il était parfaitement possible de développer un instinct pour ce genre de choses au cours d'une vie de prêtre, et qu'un raisonnement par analogie au sein de sa propre cosmologie permettait d'improviser si besoin, tout en respectant la tradition. Cette question se pose en voyant la tradition du pharmakon qui existait dans l'Athènes classique, et dont Girard a retrouvé des cas similaires dans d'autres communautés. Le sacré consiste, selon Girard, à faire revivre le moment fondateur d'une communauté, afin de raffermir l'ordre social. Mais cela cause le problème que le moment fondateur, la crise mimétique, est une période de grand désordre, et il faut l'éviter. C'est de cet impératif contradictoire que naît le pharmakos, une victime expiatoire, un bouc émissaire pour la communauté, qui doit représenter aucun danger pour la société la veille, mais qu'au jour de son sacrifice, doit incarner tous les maux de la terre. La cité d'Athènes subventionnait un petit nombre de malheureux, dont l'objectif était de servir de sacrifice humain en cas de troubles sociaux au sein de la cité. Les lépreux en sont un grand exemple. On voit les conséquences de leur maladie, symbole de colère divine, sur leur peau. Ils sont marqués comme souillés, comme impurs, comme agents de la maladie. Il y a un parallèle à faire entre la propagation d'une maladie et la contagion de la violence qui peut dévorer une communauté. La maladie, comme la violence, brûle sur le bûcher lorsqu'il passe au bûcher. Selon Girard, ces pharmakos peuvent exister dans une multitude de manières, mais pour qu'ils puissent remplir proprement leur rôle, ils doivent suivre deux règles. 1. Un pharmakos doit être un marginal. Il ne peut être ni totalement intégré à la communauté, ni totalement étranger. Et 2. Un pharmakos ne doit avoir aucun proche qui serait capable de jurer vengeance ou semer la discorde après son sacrifice. Encore une fois, cela rejoint la logique du pharmakon et de la nécessité d'une certaine proportion de force invoquée. Il s'agit d'avoir un sacrifice suffisamment proche et reconnaissable qu'on puisse l'accuser de tous les crimes, mais suffisamment éloigné qu'on évite le risque de la vengeance et de la vendetta. Si je m'en souviens bien, Girard a même retrouvé des cas de rites de sacrifices animaux, où les sacrificateurs implorent l'animal qu'ils vont sacrifier de les pardonner et de ne pas attirer la vengeance sur eux. C'est dans ce genre de situation qu'on voit l'intérêt des lectures croisées. Rinella parle du pharmakon, mais pas du pharmakos, et René Girard parle de pharmakos, et peu de pharmakon. C'est en lisant les deux livres qu'il devient possible de faire certaines connexions. Le dénouement approche, et si vous m'avez écouté, vous avez au moins la plupart des éléments. Socrate
était un philosophe. Comme sa mère, sage-femme, il pratiquait l'accouchement, mais là où sa mère accouchait les corps, lui accouchait les esprits par la maïeutique. Un philosophe est un sorcier pour un grec classique. Socrate n'a presque jamais quitté Athènes, mais il était un peu à l'écart, et il dérangeait tout le monde avec ses questions. Il participait souvent au symposium, des lieux où les rites se faisaient oublier, on corrompait la jeunesse. Et en plus de cela, il n'avait pas l'air différent d'un sophiste, car il posait des questions pour te retourner la tête et te rendre confus. Proche et distant, étrange et suspect, faisant usage de mystères dans des lieux troubles. Est-ce étonnant si Socrate fut condamné à mort par la cité d'Athènes, un pharmakos condamné à boire un pharmacone, la ciguë? Il n'est pas étonnant alors que Platon rejette la tradition homérique, car si tout peut être bien fait avec suffisamment d'excellence, cela veut dire que la condamnation à la mort de Socrate peut être justifiée sur un point ou sur un autre. La volonté de Platon, son refus, a conjuré le pharmacone loin de nos pensées pendant longtemps. Conclusion. Il se peut que je dramatise les choses, afin de donner un fond narratif à une conférence qui pourrait autrement paraître ennuyeuse. Vous me direz si ce pharmacone a eu un effet. Et c'est sur ce point que je voudrais conclure. Sommes-nous encore sous l'influence du pharmacone? Au départ, j'expliquais que le pharmacone était une mixture étrange, que des prêtres utilisaient sans trop savoir si ça allait guérir ou soigner. Si c'était que ça, j'aurais pu parler d'une drogue spécifique, l'opium, ou je ne sais quelle autre drogue physique. Mais à fur et à mesure que j'ai développé la question, j'ai voulu montrer que le pharmacone était ce qui influençait l'homme dans son intégralité. Le corps, oui, mais aussi l'âme, l'esprit, la pensée et les émotions, que ce soit par l'effet de drogue, de l'extase ou de discours. Platon parle de puissance extérieure, d'artifice qui affecte le corps, l'âme ou la cité. René Girard en a développé un mécanisme du sacré avec une portée universelle. Il ne s'agit peut-être pas du mot que l'on utiliserait pour décrire nos circonstances, mais c'est par ces termes que les antiques décriraient notre monde actuel. Est-ce qu'ils auraient tort? Est-ce que la logique du pharmacone est devenue inopérante grâce à un quelconque progrès technique? Le pharmacone n'est pas seulement toutes les méthodes et techniques pour séduire, charmer et horrifier le cœur des hommes, par la matière ou par le mot, mais aussi les conséquences quand on les utilise. On vit dans des mégapoles, mais on fuit le contact de l'autre dans la rue. On se rapproche par écran d'ordinateur interposé, mais les écrans font écran à la proximité voulue. On peut parler avec n'importe qui, constamment, mais on peut même plus poser le téléphone à table pour regarder ses proches dans les yeux. Et là, récemment, on fut barricadé chez nous pour fuir la mort, quitte à fuir nos vies. Au nom de la vie, le pharmacone de la peur fut déversé dans les âmes. Par le pharmacone, je pourrais aussi mentionner le danger de l'addiction, que ce soit par le scandale des opioïdes des États-Unis, d'une évidence pharmaceutique plus matérielle, ou de la dépendance à l'assouplissement quantitatif dans les politiques économiques. Quelle différence avec le rat avec un bouton à plaisir qu'il ne peut relâcher? C'est l'exemple le plus clair du danger de l'usage excessif du pharmacone. L'addiction aux drogues est un danger évident, mais l'addiction est un phénomène qui dépasse une dépendance à la simple matière pharmaceutique. Seule une éthique, personnelle ou imposée socialement, permet la modération afin d'éviter de succomber aux doux sons des sirènes. C'est vrai dans l'Odyssée comme pour aujourd'hui. La technique a évolué ces derniers siècles, mais est-ce que le rapport de la nature humaine à la technique a eu une quelconque évolution? Je ne le pense pas. Je suis de l'avis que la condition humaine n'a pas changé ces derniers millénaires. C'est pourquoi je trouve qu'il est bon de montrer avec un peu de généalogie les différences que l'on a avec les antiques, mais surtout à quel point on leur ressemble. L'avantage de la lecture par le pharmacone est de se libérer des absolus et des refus catégoriques. Ce qui peut être bon quelque part peut être mauvais dans un autre scénario, et une petite dose de ce qui peut être repoussant peut amener à un grand bien. Je vois le pharmacone alors comme un grand outil pour s'ouvrir des perspectives, mais avec pour conséquence la difficulté d'affirmer quoi que ce soit en absolu. On se débarrasse d'une pensée radicale du bien et du mal pour retrouver la multitude des forces en présence et les équilibres avec lesquels il faut savoir s'opposer ou négocier selon l'opportunité. Le Zeus de l'Iliade a un visage humain, faible par moments malgré sa puissance. Le pharmacone, c'est la conscience de l'ambivalence de ce que l'homme a entre les mains et entre les lèvres. C'est la conscience de la précarité de la stabilité des choses. Le pharmacone est le contraire de la neutralité axiologique. C'est l'engagement de la vie dans l'histoire, évoluant en passant de périodes de santé puis de maladie, avant de retourner à une nouvelle santé, des périodes de calme alternant avec des périodes de crise, ne revenant jamais à un état précédent, mais toujours trouvant un nouvel équilibre après chaque bascule, à chaque fois temporaire, mais à chaque fois renouvelé. En écrivant cette conférence, ma plus grande difficulté fut de trouver un argument de poids afin de vous convaincre de la proximité du médical et du social, du physique et du psychologique. Platon m'a permis de tisser ce pont, mais j'avais une autre possibilité, que je vais prendre pour conclure la conclusion, car le propos est d'une étonnante actualité. René Girard, La violence et le sacré. Rire des clistères de M. Purgon est facile, mais la purge a une efficacité réelle.
Et que dire devant les procédés modernes d'immunisation et de vaccination? N'est-ce pas un seul et même modèle qui opère dans tous les cas et qui fournit son cadre intellectuel et son instrument tantôt à la pseudo-découverte, tantôt à la découverte vraie? Il faut renforcer les défenses du malade, le rendre capable de repousser par ses propres moyens une agression microbienne. L'opération bénéfique est toujours conçue sous le mode de l'invasion repoussée, de l'intrus maléfique chassé, hors de la place. Personne ici ne peut rire, parce que l'opération est scientifiquement efficace. L'intervention médicale consiste à inoculer un peu de la maladie, exactement comme dans les rites qui injectent un peu de violence dans le corps social, pour le rendre capable de résister à la violence. Les analogies donnent le vertige par leur nombre et leur exactitude. Les piqûres de rappel correspondent à la répétition des sacrifices, et on retrouve bien entendu, comme dans tous les modes de protection sacrificielle, les possibilités d'inversion catastrophique. Une vaccine trop virulente, un pharmacone trop puissant, peut répandre la contagion qu'il s'agissait de juguler. Ce fut écrit en 1972. Et c'est sur ces mots que je conclus. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.